Bonsoir à vous et bienvenue dans cette cérémonie à cette cérémonie 2022 du prix Martin Ennals pour les défendeuses et les défenseurs des droits humains. Nous avons énormément de plaisir à vous retrouver ici en personne. C'est pour ça que nous avons dérogé à la tradition pour se voir au mois de juin, pour avoir l'opportunité d'être là en personne et d'avoir l'opportunité aussi de rencontrer bien évidemment les courageux lauréats du prix Martin Ennals. Comme chaque année, les 3 lauréats du prix méritent toute notre attention et je vous remercie d'être ici. C'est important, cette présence que vous avez ici aujourd'hui dans la salle ou online, derrière votre écran. Elle a son importance pour mettre en lumière le fantastique travail, le courageux travail que font les lauréats du prix. Et à ce propos, je vous demanderai ce soir de ne pas photographier, de ne pas faire de vidéos pour des raisons de protection des personnes qui sont dans cette salle. Welcome to the 2022 Martin Ennals Award, exceptionally in June, for the ability, for the possibility to gather together, to live together this ceremony in this hall and online. In a moment, we'll introduce you to our 2022 very brave laureates, and I will ask you to refrain from taking pictures or videos. We are in the presence of the prestigious guest officials, friends of the Martin Ennals Awards. Alors, nous voudrions particulièrement saluer la présence de Madame l'ancienne présidente de la Confédération, d'éminents membres du corps diplomatique, de Monsieur le vice-président de la ville de Genève, des membres du conseil municipal de la ville de Genève, soutien indéfectible du prix depuis des années. Sachez aussi que la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme nous rejoindra par message vidéo tout à l'heure, mais pour tout de suite, nous rentrons dans le feu de l'action et je passe la parole au président de la Fondation Martin Ennals, Philippe Curat. Il faudra qu'on me laisse vivre après m'avoir fait tant mourir. Tels sont les derniers vers écrits par Théophile de Viau du fond de sa prison dans une lettre à son frère qui s'ouvre et se referme sur ces 2 vers. Trop libre et irrévérencieux dans son verbe, trop acharné à combattre l'intolérance, incapable de se plier aux contraintes classiques imposées par Malherbe, il devait être éliminé. Les conditions de sa détention, terribles, détruisirent sa santé. À peine libéré, il mourut le 25 septembre 1626 à 36 ans. Dans un colloque organisé hier avec l'Académie de droit international humanitaire et des droits humains de Genève, des proches de nos lauréats ont témoigné sur le thème « Don't forget about us, strategies for resisting long-term detention of human rights defenders ». Ils ont rappelé que la santé de Pham Doan Chang, détenue au Vietnam, d'Abdul Hadi Al-Khawaja à Bahreïn, se dégradait du fait de leurs conditions de détention et que le père Stan Swamy en Inde est décédé en détention. Il y a 400 ans, comme aujourd'hui, les personnes qui s'expriment trop librement font face à la répression pénale et à la détention. Que le verbe doit être puissant quand il appelle tant de répression. Il faudra qu'on laisse vivre Pham Doan Trang pour qu'elle puisse continuer de porter la liberté d'expression et d'information en tant que journaliste au Vietnam, après l'avoir fait tant mourir dans une prison où elle est condamnée à rester 9 ans pour la faire taire. Il faudra qu'on laisse vivre Daouda Diallo afin qu'il continue à documenter les violations des droits humains au Burkina Faso dans l'intérêt commun après l'avoir fait tant mourir sous les pressions et les menaces. Il faudra qu'on laisse vivre Abdul Hadi Al-Khawaja pour porter les libertés fondamentales à Bahreïn après l'avoir fait tant mourir en détention depuis 10 ans. Il faudra bien qu'on laisse vivre également le message et la mémoire du père Stan Swamy après l'avoir fait tant mourir dans le fond d'un cachot. Il faudra bien qu'on laisse vivre toutes celles et ceux qui, ici et partout, maintenant,
et toujours milite pour préserver nos droits fondamentaux dans toute leur universalité, après les avoir fait tant mourir par l'oppression et la répression pénale. Depuis presque 30 ans que le prix Martin Ennals s'est remis, pour la première fois en 1994, à Harry Wu, qui avait mis à jour le système concentrationnaire en Chine, s'il y a un point sur lequel nos 60 lauréats partout dans le monde se rejoignent, c'est sur leur expérience de la détention. Partout dans le monde, les conditions de détention des activistes des droits humains sont mauvaises, destinées à les briser, à les faire taire, à nous affaiblir toutes et tous. Même en Suisse, la répression des activistes du climat démontre que nul pays en ce monde n'est exempt de reproches quand la garantie de nos droits fondamentaux, le libre exercice de nos libertés fondamentales est en jeu. En honorant nos lauréats 2022, celles et ceux des années passées, toutes et tous les activistes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ici et partout, nous appelons à les laisser vivre, à nous laisser vivre, à cesser de les faire, de nous faire tant mourir. Pham Doan Trong is our first laureate to be presented to you tonight. Detained in Vietnam, where she is serving a 9-year prison sentence, she cannot be with us in person. Her mother, Mrs. Gui Thi Can, her fellow journalists, Mrs. Quynh Vi Tran and Mr. William Han Nguyen, are here on her behalf. I am pleased in the name of the Martin Ennals Foundation to welcome them with you this evening and to present Pham Doan Trang's work in the film you are about to watch before presenting them with the trophy that will bring her back to life. Qui la ramènera à la vie. If you want to imagine Vietnam, George Orwell's novels are the best to read. 1984, Animal Farm, they are the reality of our lives in Vietnam. And we did not elect any of our presidents and prime minister or anything. They signed a lot of human rights treaties, but they don't really teach us what human rights are, because that's like the end of the world for them. Đến năm 14 tuổi, tức là năm 1982, thì ở Tây Ban Nha có cái World Cup gọi là España 1982. Thế nhưng mỗi lần mà muốn xem bóng đá là anh tôi cõng tôi đi sang nhà hàng xóm cách đó khoảng, gọi là hàng xóm là mình quen đấy, ở xa đến khoảng độ 2 km. Và cả khu quay vào đấy xem TV năm 1982, đó là nhà duy nhất TV màu. Thế nhưng mà sao cái trong cái TV nó đẹp thế? Quần áo mọi người, quần áo cầu thủ, cỏ xanh, quần áo quần áo cầu thủ màu sắc rất là đẹp, màu vàng, màu xanh rồi thì và tôi thấy nó hoàn toàn khác thế giới tôi đang sống. Nghèo. Thì tôi vì tình cờ trở thành nhà báo. Thế nhưng tâm lại quan tâm thì đến chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô. Càng ngày thì nó càng giải đáp được dần dần những câu hỏi của tôi, những cái điều mong muốn của tôi từ nhỏ. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều là nghề báo cũng không đủ. Và tôi cho rằng là cái nghề chúng ta gọi là nghề hoạt động dân chủ, nhà hoạt động xã hội hay nhà hoạt động chính trị hay nhà hoạt động xã hội dân sự, nó là một nghề, nó không ở bối cảnh ở Việt Nam, một nước độc tài như Việt Nam thì không chắc là nó thay đổi được cái gì.
bởi vì Đảng Cộng sản nắm quá chặt mọi thứ, toàn trị mà. Thế nhưng mà so với nghề báo thì nó có thể tiếp cận trực tiếp hơn. Có nghĩa là mình thấy cái sai và cái bất công thì mình đấu tranh thay đổi nó, chứ mình không phải lòng vòng và chờ đợi câu trả lời từ ai khác nữa. Tôi nghĩ rằng là đó là lý do khiến tôi dần dần trở thành một nhà hoạt động. Thì biểu tình bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường ở Hà Nội, bảo vệ môi trường và đòi minh bạch, thì họ tấn công và họ gây hậu quả là tôi bị gãy 2 chân. Nó gọi là tràn dịch khớp gối, và mà tôi nghĩ là hành tật vĩnh viễn cả 2 chân. Thậm chí công an còn tung tin rằng là cái việc tôi bị gãy chân ấy, chẳng qua là do hồi trẻ ăn chơi chắc táng, trụy lạc quá cho nên bị giang mai. Then in 2016, she also joined the protest and writes about the Formosa environmental disaster in Vietnam. The company admitted that they improperly dumped the waste towards the ocean. The company from Taiwan actually agreed to pay $500 million. From the evidence the government has against Đoan Trang for her upcoming trial, a report on that incident is being used as evidence against her. Mình không phải người hoang tưởng, mình không có ý ảo tưởng đến mức rằng là ngòi bút của mình có thể thay đổi chế độ, hay là làm cho bọn quan chức thì phải sáng mắt ra, dân chúng phải sáng mắt ra, mở mắt cho nhiều người. Thật là một suy nghĩ, tôi nghĩ đó là một suy nghĩ thực sự là viết thì vì mình muốn viết và mình có một hy vọng thay đổi được một ai đó, giúp được ai đó. Thể chế là yếu tố khiến nó làm hỏng, từ thể chế hỏng nó dẫn đến văn hóa chính trị hỏng, đến văn hóa dẫn đến dân tộc, tính cách dân tộc hỏng. Không có dân tộc nào đẻ đã lưu manh, đã thích nói to, thích nhổ nước bọt ngoài đường, thích ăn cắp vặt, hay là thích là bố người khác. Nó hoàn toàn là do môi trường, nó là do thể chế làm cho họ trở thành bệ hại. Tôi muốn thay đổi cái đó, tôi muốn thay đổi cái thể chế đó để cho người Việt Nam được sống, được hưởng cái điều mà lẽ ra họ được hưởng. Vậy cho nên tôi rất mong muốn là cái việc đi tù của mình hay của bất kỳ một nhà hoạt động nào khác, nó phải mang lại một ý nghĩa gì đấy. Nó phải có tác dụng thật sự là một sức ép ngược lại đối với chính quyền, để buộc chính quyền phải thay đổi, để buộc cái nhà nước cộng sản này phải thay đổi. Chứ nó không thể là cái để nhà nước cộng sản này lợi dụng. Chúng tôi không phải là hàng hóa để nhà nước cộng sản đem mặc cả với nước ngoài, đổi lấy các hiệp định thương mại hay là các thỏa thuận này nọ, đổi lấy những lợi ích cho tập đoàn cầm quyền chứ không phải người dân. Chúng tôi không chấp nhận cái địa vị hàng hóa đó.
I am very happy and proud of Trang and this prize. Je suis tellement ravie que Tran ait remporté ce prix. Merci infiniment. Nous allons maintenant avoir l'occasion de partager quelques mots avec Madame Bouy, avec la collègue Vi qui va nous permettre. I'm explaining that you will be able to translate juste for us. ce que vous allez Thank you pouvoir for doing that. traduire pour nous. Et Merci Will beaucoup. Win, who's also a colleague Yes. of Amdan Trang. And Et- we have Thank you so much for being here with us. First of Merci all, d'être avec nous I wanted to point ce something soir. that Avant toute chose, je voulais daughter doesn't vous even know dire that que votre she's fille got the award ne sait même tonight. pas qu'elle a obtenu ce prix ce soir. Et je le rappelle, vous ne pouvez pas lui parler, elle ne peut avoir aucune communication en prison. Donc ça doit être particulier et très spécial pour vous de vous voir remettre ce prix en son nom. Put the microphone. Yes. It's okay. We can speak. You can translate. Vous afterwards. pouvez, But voilà, it's good vous to hear pouvez the voice. traduire ensuite, mais c'est intéressant d'entendre sa voix, même si nous ne comprenons pas. Nay tôi rất là vui sướng, tự hào và rất là sung sướng vì vì con gái tôi được giải và tôi đến để nhận giải nhân quyền quốc tế năm 2022 thay con gái vì con tôi đang bị cầm tù. Cho tới nay là kém 4 ngày đầy 20 tháng tôi chưa được gặp con. I am very happy and proud to be Je suis here to ravie accept et the award fière on d'être daughter's ici pour behalf. recevoir le prix au nom de ma And, fille. short 4 days, she had been held in prison for 20 months. Ça fait And I 20 have mois not qu'elle est seen her détenue. since Je ne l'ai pas because I vue was not depuis allowed to visit son her in emprisonnement, prison. puisque je ne peux pas I'm very lui rendre happy visite and en proud to prison. be here Donc je today. suis ravie et fière d'être ici aujourd'hui. Everyone who knows your daughter seems Tout- to Toutes say les personnes she's qui got connaissent this votre fille incredible quality that she inspires people. disent qu'elle a cette qualité formidable d'être une source d'inspiration pour tout un chacun. Et que pouvez-vous nous dire de son énergie et de cette capacité à inspirer son entourage? Là mẹ của Đan Trang thì tôi rất là tự hào và tôi rất yêu thương con tôi. Tôi cảm thấy nó là một người phụ nữ can đảm. Cháu đã kiên định, kiên trì đi theo một con đường đó biết là rất là nguy hiểm và gian khổ, nhưng cháu vẫn dấn thân đấu tranh không mệt mỏi cho đất nước Việt Nam có được dân chủ nhân quyền, cho người dân Việt Nam được tự do hạnh phúc. Trang đã phải vượt qua tất cả những cái uy lực của chính quyền. Trang kiên cường dấn thân để đạt được cái mục đích đó. Còn bản thân tôi là người mẹ thì tôi đã phải hy sinh tính mẫu tử để cho con tôi hoạt động. Và tôi cũng hy vọng một ngày nào đó càng sớm càng tốt, đất nước Việt Nam có dân chủ, có nhân quyền, người dân được tự do hạnh phúc. I think there's no need to speak the language to On understand your n'a pas emotion. besoin de comprendre les mots pour comprendre votre profonde émotion. En effet, en tant que mère de Pham Trang, je dois dire que je suis très fière en tant que mère de ce qu'elle fait. Elle a été tellement courageuse et elle n'a cessé de poursuivre son travail. Elle l'a fait pour que le Vietnam soit un pays démocratique et pour que son peuple puisse jouir de la pleinement des droits humains. Elle a sacrifié son lien entre sa mère et elle, mais j'en suis très fière car elle l'a fait pour que les Vietnamiens puissent vivre une vie meilleure.
Et on espère que bientôt le Vietnam sera un pays démocratique et que sa population puisse profiter des bienfaits de la lutte lancée par ma fille. Merci. Donc, vous êtes une journaliste, comme je le suis moi-même. Évidemment, les conditions d'exercice de votre profession sont bien différentes. Quelle est la situation pour une journaliste au Vietnam? Réponse. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis ici pour la remise du prix. J'étais à Genève pour voir quelles sont les activités de plaidoyer pour la défense des droits humains. J'en ai été témoin en faveur du Vietnam. Et on me demande souvent pourquoi la situation s'est tellement dégradée. Et je sais que dans les pays d'Asie du Sud-Est, il y a un revers tel que les Philippines. Et c'est le cas aussi au Vietnam. Malheureusement, le Vietnam a le meilleur résultat en matière de respect des libertés de la presse. Et je sais que nous sommes vraiment la lanterne rouge de cette liste en matière de liberté de la presse, comme la Corée du Nord. Et je sais que c'est très difficile d'exercer la profession de journaliste au Vietnam, car il faut contourner la censure du gouvernement. Et pourtant, il faut que nous puissions être la voix de la vérité, demander qu'il y ait des responsabilités qui soient prises. Et c'est une situation très complexe. Et c'est ce qu'a fait Tran, les journalistes, et ça fait 9 ans qu'elle est sous les verrous. C'est le prix à payer. Mais là, il y a une bonne nouvelle. Elle a été arrêtée. Mais notre journal est toujours debout. Et nous avons des personnes qui correspondent avec nous. Et plus on essaie de nous museler, plus on est impliqué pour faire entendre la vérité. Merci. Alors, William, vous êtes un collègue. Quelle est la situation au Vietnam? Il ne s'agit pas uniquement de la liberté de la presse. Il y a d'autres problèmes, bien sûr. Oui, la liberté d'association sont garanties dans la constitution vietnamienne. Est-ce que le parti respecte ses droits? C'est autre chose. Bien sûr, lorsqu'on pense au Vietnam, on pense à la guerre, mais on oublie bien souvent les conséquences. Le parti vietnamien est le seul parti, et c'est un État autoritaire avec un seul parti qui règne, et cela a été lancé grâce à la Stasi de l'Allemagne de l'Est. Et après l'effondrement de l'URSS, cette structure a persisté. Et sachez qu'au Vietnam, nous avons de grandes difficultés politiques. Nous pouvons peut-être vous demander, selon vous, ici à Genève, que pouvons-nous faire en tant que grand public, citoyens et citoyennes? Eh bien, le fait que vous soyez ici présents, c'est une première étape très importante. Merci pour votre présence ici, physique, mais aussi en ligne. Ensuite, il faudrait se tourner vers vos diplomates, législateurs, et leur faire savoir que les droits qui vous sont garantis ici ne le sont pas au Vietnam. Le Vietnam essaye d'être un membre actif de la scène internationale. Nous avons là des moyens de faire pression. Et plus on parle des difficultés, plus on demandera au gouvernement vietnamien de traiter sa population avec dignité et respect. Merci infiniment. Merci aussi de nous avoir partagé vos émotions. La parole à Alfonso Gomez, le vice-président de la ville de Genève, qui va annoncer le prochain lauréat. Mesdames, Messieurs, c'est évidemment un grand honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix Martin & Ernst. Cette année encore, la remise de ces récompenses permet de porter la lumière sur des personnalités, comme vous pourrez le voir, hors du commun, des femmes, des hommes d'exception qui luttent au péril de leur vie
au péril de leur liberté pour le respect des droits fondamentaux. Partout dans le monde, mesdames et messieurs, ces femmes, ces hommes, ils sont des centaines, ils sont des milliers, ils sont pourchassés, criminalisés, torturés, emprisonnés et même tués en raison de leur engagement pour la dignité humaine, pour la défense des droits démocratiques et pour la défense des droits environnementaux. Et face à cette réalité qui nous est intolérable, il est impensable de ne pas agir, de ne pas se mobiliser. C'est en tout cas le parti pris de la ville de Genève qui s'engage avec détermination en faveur des droits humains et qui est heureuse d'être cette année encore co-organisatrice de cette cérémonie. Ce soir, mesdames et messieurs, j'ai le très grand plaisir de vous présenter le deuxième lauréat du prix Martin Ennals 2022, le docteur Daouda Diallo. Pharmacien de formation, responsable du laboratoire médical du centre hospitalier régional de Dédougou, le docteur Diallo fait face à la guerre sans merci, cette guerre que se livrent depuis plusieurs années les groupes armés islamistes, les forces de sécurité de l'État et les groupes paramilitaires du Burkina Faso. L'escalade de violence a provoqué une terrible crise humanitaire avec plus de 2 millions de civils déplacés et une détérioration marquée de la situation des droits humains, et cela dans une impunité presque totale. C'est dans ce contexte complexe, difficile, et encore aggravé par le récent coup d'État militaire du 24 janvier dernier, que le docteur Diallo s'engage avec un immense courage et une incroyable conviction pour la défense des droits humains et la promotion de la paix au Burkina Faso. Et cela jour après jour. Il documente sans relâche les violations des droits humains qui sont commises par toutes les parties au conflit dans le cadre du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, collectif qu'il a créé en 2019. En adoptant une approche humaniste, holistique, son travail, il facilite l'accès à la justice des victimes des atrocités, il facilite l'accès à cette justice aux familles, dans une volonté intangible de justice et surtout également de réparation. Aujourd'hui, le docteur Diallo représente une source d'inspiration, mais aussi une source d'information indispensable pour les organisations internationales et pour les médias. Son engagement lui vaut, hélas, d'être menacé par tous les acteurs du conflit et cela le contraint à vivre dans la clandestinité. Bien qu'il travaille dans des conditions qui l'exposent à une grande vulnérabilité, le docteur Diallo reste engagé dans la protection des droits humains et son courage a inspiré de nombreux autres défenseurs et défenseuses des droits humains à rejoindre son combat. Docteur Diallo, votre détermination, les valeurs que vous défendez, ces valeurs de lutte incessante pour réconcilier les différents groupes ethniques et confessionnels de votre pays, forcent l'admiration et ont particulièrement touché le jury du prix. Vous faites, à n'en pas douter, partie de ces êtres humains exceptionnels qui font passer leurs idéaux de justice et de paix avant leur propre sécurité, leur confort et leur propre liberté. Je suis donc particulièrement heureux que vous receviez ce prix ce soir. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à découvrir son travail et ses engagements en images. Merci. Au premier jour de l'an 2019, les valeurs de solidarité, de fraternité, d'humanité tout simplement, et les marqueurs identitaires indélébiles de son peuple ont été mis à mal, dont l'anniversaire est de ceux qu'aucun peuple, aucune nation ne voudrait avoir à célébrer. Plus de 200 enfants du pays ont été massacrés. Il y a lieu de demander 1 minute de silence à la mémoire de toutes les victimes que notre pays enregistre tous les jours.
Parce que quand dans un pays, il est plus facile d'avoir une arme que d'avoir une bouteille d'eau, il y a lieu de s'inquiéter. Moi, c'est Dr Daouda Diallo. Je suis secrétaire général du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés pour la protection des populations vulnérables qui sont pris en étau aujourd'hui par les groupes armés qui est en train de dévaster le Burkina Faso. Très tôt dans la matinée, autour de 5 heures du matin, le chef de Yirgou, 5 autres membres de sa famille ont été assassinés par des hommes armés non identifiés. À la suite de cet assassinat odieux, les membres des milices armées ont dirigé un grand massacre contre une communauté précise, à savoir les Peuls, et en visant essentiellement les hommes. Le massacre s'est étalé sur un rayon de 50 km, a concerné 50 villages. Kibara mikam te mam yem zakwa chang won rumsa be yo mam yawam bol mam yetti kol wetin tigista bu mi go tanga poa de yikam nyogo rotu maradi merkere di jedi ya rahmata bala bin tumtum koy pawate mam hum kibara mam yikna wa zakwa mikam te nyogo na tun zakwa ba mikne bu nisbe tawa neba yo peuple population. Les cris de détresse me parvenaient de partout et de tous les côtés. Il y a eu des marches populaires partout pour exiger vérité et justice pour les victimes du massacre de Yirgou et plus jamais ça dans notre pays. Je suis ici des métissages. J'ai un côté Peul, j'ai un côté Mossi, j'ai un côté Bissa. Et du coup, je peux dire que c'est cela qui a même milité en faveur à l'adhésion à mon appel pour créer le collectif contre l'impunité et la stigmatisation de la communauté. Une grande coalition inclusive, ouverte à toutes les communautés pour faire face à la situation difficile que nous vivons. Toni na docteur Diallo po penenta kiela kada yungla winne ga wanla nye songo daba parce que mi ameti ton men wa mangam ya toti gouvernement wa sakte butum ton men nga hambe yida ton pa goye docteur Daouda Diallo su tibay. Ces milices d'autodéfense qui sont parrainées souvent par ces décideurs me menacent nuit et jour. Ils ont même diffusé mes images à travers les médias sociaux pour dire que je suis la personne à tuer parce que moi, dans mon rôle de défense des droits humains, je protège les terroristes. Il faut dire que c'est comme si je vis dans une prison qui n'est pas délimitée par des murs, mais mon engagement pour les droits humains me donne une satisfaction immense parce que je me rends compte que de par mes efforts avec mon équipe, on arrive à secourir les victimes des violences, les victimes en détresse humanitaire. J'ai une soif intense de secourir à la vie humaine, à la dignité humaine.
En réalité, les Burkinabés sont aujourd'hui vraiment unis et en réalité, si on fait des efforts, on sera plus unis à l'avenir. Merci. Docteur, merci. C'est pour moi un immense honneur de vous transmettre, de vous remettre ce prix que vous a décerné le jury du prix Martin Ennals 2022. Okay. Vraiment, merci. Merci à la Fondation, merci à la ville de Genève. Et ce prix, c'est un effort que ça nous interpelle à plus de persévérance pour la protection des droits humains. Et c'est aussi l'occasion pour moi de penser à ceux qui sont actuellement en prison à cause de leur statut de défenseur des droits humains. Je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour sauver ces personnes. Merci. Docteur Diallo, ça fait longtemps que vous pensez aux autres, ça fait longtemps que vous vous battez pour le droit des autres, depuis tout petit, je crois savoir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un prix comme celui-ci représente? Ok, merci. Il faut dire que pour moi, ce prix, c'est un titre, c'est un symbole très fort qui honore mon pays, qui honore tous les défenseurs des droits humains dans le monde. Et c'est une invitation forte à plus de persévérance, à plus de détermination et d'engagement face aux défis auxquels nous sommes confrontés en termes de droits humains et pour la construction de la paix dans nos différents pays. Voilà ce que je peux dire pour ce prix. Merci. Justement, au Burkina, aujourd'hui, on a eu un peu une idée de ce que le pays traverse. Quelle est la situation aujourd'hui et finalement, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce que vous craignez qu'il arrive dans votre pays? Oui, il faut dire que mon pays, qui est caractérisé par un certain malaise avec une question de mauvaise gouvernance, a enregistré un coup d'État le 24 janvier 2022, un coup d'État militaire qui est venu avec un message de restaurer la sécurité, les valeurs démocratiques et unir les populations. Ce message a créé un espoir immense au sein des populations, mais aujourd'hui, triste est de constater que ce pouvoir aussi est en difficulté. Il est en difficulté parce que les questions de protection des droits humains ne sont pas au top niveau. Il y a toujours des cas de violation que nous avons enregistrés sur le terrain. Depuis janvier à maintenant, il y a pratiquement 200 cas de violation que nous avons enregistrés. Pour nous, c'est source d'inquiétude. Et pour nous, c'est l'occasion aussi d'interpeller tous les acteurs, tous les experts, toute l'expertise que la Genève a, parce que c'est un centre de référence, pour secourir à mon pays, à le soutenir dans les efforts pour que ce pays-là ne sombre pas, ne tombe pas dans un statut d'État défaillant. Voilà pourquoi je trouve qu'il y a lieu de poursuivre ce travail, quel que soit le prix, parce qu'on travaille pour le pays, on ne travaille pas contre le pays. Votre association s'appelle Contre l'impunité. Oui. Pourquoi précisément contre l'impunité? Oui, parce que contre l'impunité, parce que un pays, la boussole, c'est la constitution, c'est le respect des lois. Et comme le pape Jean-Paul II aimait le dire, que l'arbre de la paix s'arrose avec l'eau de la justice. Je pense, voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut lutter contre l'impunité pour pouvoir construire un état de droit véritable. Docteur Diallo, vous avez reçu des menaces de mort, vous vivez une situation difficile, vous êtes
Dans votre travail de défenseur des droits humains, vous êtes accusé parfois de faire du terrorisme, vous êtes discrédité, vous accumulez les nuits blanches. Est-ce que parfois vous êtes découragé? Oui, il faut dire que dans une logique de lutte, il y a toujours des moments de désespoir. Il y a des signes qui découragent, mais il y a aussi des signes qui encouragent fortement quand on pense à ces victimes qui bénéficient de notre appui, de notre accompagnement sur le volet assistance médicale, psychologique, accompagnement juridique, humanitaire. Et quand on pense à ces ONG aussi internationales qui mouillent le maillot sur le terrain pour pouvoir secourir à la veuve et de l'orphelin, nous trouvons que ça vaut le coup. C'est une satisfaction pour nous de poursuivre ce combat. Vous avez suivi le témoin qui parlait. Il disait que nuit et jour, qu'il prie pour moi et mon organisation. Il y en a des milliers comme ça qui nous appellent, on ne connaît pas, qu'ils sont à l'église, qu'ils sont à la mosquée et qui sont en train de prier pour notre association. Il y a de quoi avoir de l'espoir et nourrir et enrichir le combat. Dr Diallo, merci beaucoup. Et j'imagine aussi que de rencontrer finalement des personnes qui partagent votre combat, c'est aussi important. Oui, c'est très important pour moi de savoir que partout dans le monde, il y a des personnes de valeur, il y a des personnes aussi humanistes qui se battent, quelle que soit la difficulté des conditions, de l'environnement, du contexte politique, pour que les droits humains soient une réalité, pour que l'être humain, la dignité humaine soit mise en valeur, soit respectée, pour que la vie humaine ne soit pas banalisée. Je pense que ça vaut le coup. Merci beaucoup, Dr Diallo. Vous pouvez rester assis. Le prix Martin Ennals a la légitimité d'être le choix d'un jury composé des 10 plus grandes ONG internationales de défense des droits humains. Le président de ce jury est Hans Thullen, à qui je passe la parole pour le prochain lauréat. Ah, il est déjà là. Ladies and gentlemen, chers amis, Mesdames et messieurs, en 1992, un certain nombre d'amis de Martin Ennals et moi-même avons eu l'idée de créer un prix en son nom. 30 ans plus tard, aujourd'hui, eh bien, j'ai besoin de porter des lunettes, comme vous pouvez le voir, mais il est encourageant de voir à quel point ce prix a porté tant de fruits. Mais il est également choquant de constater que le besoin de protéger des défenseurs des droits humains est toujours d'actualité. Le fait qu'une fois de plus, 2 des 3 lauréats ne sont pas en mesure d'être présents parmi nous ici prouve qu'il faut continuer à attirer l'attention sur les cas de détention prolongée. Les gouvernements autocratiques font clairement le pari que l'opinion publique, c'est-à-dire vous, se lassera de cette question et finira par détourner son attention de celles et ceux qui payent le prix de leur liberté. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. L'un des lauréats de cette année est Abdul Hadi Al-Khawaja, un leader bahreïnien danois de la liberté et de la démocratie. Son dévouement au service des droits humains a commencé sur les bancs de l'université à Londres et ne s'est jamais éteint depuis. Il a obtenu l'asile au Danemark avec sa famille et a poursuivi son travail de plaidoyer en documentant les violations des droits humains au Bahreïn. Après son retour au royaume, il a publiquement critiqué les violations des droits humains qui, selon lui, étaient perpétrées sous l'égide du Premier ministre du Bahreïn. Abdul Hadi Al-Khawaja, avec d'autres défenseurs des droits humains, a cofondé des organisations de défense des droits humains telles que le Bahrain Center for Human Rights et le Gulf Center for Human Rights. C'est en février 2011 qu'éclate le printemps arabe.
Et Al-Khawaja prend la tête de plusieurs manifestations pacifiques et fait pression pour des réformes démocratiques dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La monarchie de Bahreïn a riposté par la violence et en avril 2011, il a été arrêté, a disparu pendant 2 mois et a été victime de torture. En juin 2011, après un procès militaire, il a été condamné à la prison à vie. Cette année, en avril, on célébrait le 11e anniversaire de sa détention. En prison, Al-Khawaja a observé plusieurs grèves de la faim pour que les droits des détenus soient respectés, ce qui a bien sûr eu de lourdes conséquences pour sa santé et son bien-être. Je n'ai pas le temps ici d'énumérer toutes ces réalisations et toutes ces souffrances, mais je n'ai pas à le faire, car d'autres personnes, et en particulièrement ses enfants, se dévouent corps et âme à sa cause. Il est dommage que le terme parrain ait été tellement entaché par le film de mafia de 1972, car Abdul Hadi Al-Khawaja mérite pleinement ce titre honorifique, le parrain du Golfe, du mouvement des droits humains dans le monde arabe. Il a inspiré ses 4 filles, dont 3 sont ici présentes parmi nous, mais aussi toute une génération de jeunes activistes au Bahreïn et au-delà du royaume. Il continue à encourager ses compagnons prisonniers politiques et un parangon de la défense des droits humains dans le monde. Je pense que le film vous présentera toute son œuvre. Merci. In Bahrain, you have to either be with the regime or you have to pay a price. So if you say, we don't have rights in Bahrain, you're inciting hatred. If you speak out directly about the king, that's another case against you. If you're calling for democracy, for them, that is terrorism. يجب أن نشعر السلطة، أن نرسل رسالة للسلطة بأنها إذا استمرت في انتهاك الحقوق، في الاحتفاظ بالمعتقلين في السجون، في تعذيب المعتقلين، في سقوط مزيد من الشهداء، يجب أن نرسل لها رسالة بأن هذا سوف يكلفها غاليا، وسوف يحاسب كل شخص وكل مسؤول من أعلى سلطة، من الملك ورئيس الوزراء وكل شخص مسؤول في هذه الدولة يجب أن يحاسب على ما يفعل. Being the eldest daughter, I was very interested in what my dad was doing. And I would come and check what he was doing, and I'd see lists and lists and lists of names and then their ages, and they would be as young as 12 and 11, 13-year-olds. And then next to them it would say like the date of arrest, if they've been tortured or not, if there's enough details about that. And I remember asking him to help him make those lists. My father never asks people to do something, he leads by example. He is excellent at translating his empathy into work.
People were afraid to say the names of the people in government. They were afraid to say the name of the prime minister or the king. One of the things my father is good at is breaking that fear. He had a mission to show people that you can speak out. They're ruling us with fear. We have to fight. In 2011, like in many countries in the Arab world, a revolution happened in Bahrain. Over the years, my father had been working to teach people how to take a stand, what their rights are, and how to demand those rights. By doing that, my father and others around the region, they planted the seeds for these revolutions to happen. And at one point when I was in Bahrain, I was in prison with my son Hadi. And at that point, it was 3 generations of my family in prison. And I kept asking the prison administration if we could have a visit with my father. Finally, they came one day to my prison cell and they said, get up, like your father's being brought here. And he came in his prison uniform, and I came in my prison uniform, and he had police with him, and I had prison guards with me. And I can't even describe to you the feeling of him like taking Hadi from my hand and like playing with him. I think what pains him most in this world is when he feels helpless to help others. That is the most painful thing my father can experience. He can take being tortured, but he can't take other people being tortured and him not being able to do something about it. I tried very much to ask the committee, my family, my friends, and the committee not to concentrate on me as a person or my release, but to concentrate on main goal, the people's rights. Thank you very much. Merci, merci infiniment. C'est un très grand honneur de vous remettre le prix à vous, Khadija, épouse de notre lauréat. Merci infiniment. Je suis moi-même très honorée. Thank you very much. I just would love to say Merci that infiniment. every single person sitting in this room is a Chaque unique personne person assise ici dans cette salle est unique car vous vous préoccupez des droits humains. Et c'est exactement ce que Abdul Hadi aimerait voir. On ne l'oublie pas. Et chaque défenseur et défenseuse des droits humains n'est pas oublié tant que nous nous préoccupons et que nous œuvrons pour la cause. Merci infiniment. Merci d'être avec nous ce soir. Votre mari sera avec nous car nous avons un enregistrement très spécial que nous voulons diffuser. C'est un message, un enregistrement de sa prison. Je vous demande d'être patient car les conditions n'étaient pas idéales pour un enregistrement. C'est un message très particulier, donc vraiment, entendons ce qu'il a à nous dire. Pendant 14 ans, mon épouse a été une épouse extraordinaire et un ami.
Elle a été ma partenaire la plus proche, quelles que soient les difficultés que nous ayons traversées. Elle a été le pilier de notre famille, la source de tendresse et de stabilité. Khadija est une épouse aimante, une mère dévouée, mais elle a aussi été une source de sagesse et de force inépuisable. Khadija a été la personne qui a le plus donné, quelles qu'étaient les circonstances. Elle n'a jamais baissé les bras et ne s'est jamais plainte. Et mon nom contient Khadi. Ce n'est pas une coïncidence. Et le nom de ma femme veut dire que je suis deux en un. Merci infiniment d'être mon épouse. Je t'aimerai éternellement. Thank you. Merci, vous êtes clairement la personne indiquée pour recevoir le prix en son nom. Vous avez tant sacrifié et tant donné. Je ne dirais pas que c'est un sacrifice, car j'ai toujours eu une vie merveilleuse. J'ai épousé Abdul Hadi, j'étais très amoureuse de lui. J'ai 2 filles extraordinaires, 4 filles extraordinaires. Et mon époux essaye toujours de tirer le meilleur de nous. Et il m'a toujours dit, dans mon travail, il se peut que je ne revienne pas. Et je lui réponds toujours qu'au vu des heures fabuleuses que j'ai passées à tes côtés, tout ira bien. Et lorsqu'il m'a demandé en mariage, la première chose qu'il m'a dit, c'est que tu devras vivre en sachant que tu ne seras que la seconde épouse. Et j'ai fait, oh mon Dieu, que veux-tu dire? Et il m'a dit, travailler pour défendre les droits humains et défendre les êtres humains. Et ma première femme, est-ce que tu accepteras d'être ma seconde épouse? Et alors j'ai répondu, oui, je ne l'ai jamais regretté. Cela fait 40 ans que je suis cette seconde femme et j'en suis très heureuse. Mariam, vous êtes sa fille. Vous savez que écouter ce message peut avoir des conséquences puisqu'il est peut-être interdit pour Abdul Hadi de communiquer avec sa famille. Réponse, en effet, pour ce qui est de Bahreïn et la situation des activistes des droits humains et que si vous voulez savoir quelle est la situation des droits humains dans une situation, demandez où sont les activistes qui défendent les droits humains. Et au Bahreïn, nous ne pouvons pas nous déplacer, toutes nos libertés sont entravées. Et mon père, je le rappelle, n'est pas le seul activiste derrière les barreaux. Il y en a beaucoup d'autres. Les choses les plus fondamentales que aller aux toilettes ou accès à un coup de fil pour appeler sa famille ou utiliser un stylo ou une feuille sont autant de choses qui sont utilisées pour miner leur dignité humaine et leur sont interdites. Ils en veulent à mon père puisqu'ils n'ont plus accès aux soins médicaux depuis janvier. Et du fait, et cela peut être une conséquence de ce qu'il a fait. Et il a pourtant refusé de baisser les bras. Il a entrepris différentes grèves de la faim et plus on essaye de le museler, plus il est résistant et c'est ce pourquoi il se bat. Donc ce prix qu'il reçoit ce soir est pour lui, mais
c'est plus étendu que ça va au-delà de sa personne, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je pense que comme cela a été dit dans la présentation, ce qui est intéressant, c'est que je crois que vous l'avez vu dans le film également, une des premières choses que mon frère nous a dit lorsqu'on lui a parlé du prix, c'est que nous devons nous assurer que ceci serait utilisé pour mettre lumière sur les casques dont on n'entend pas parler. Assurez-vous que les personnes qui ne sont pas vues, qui ne sont pas entendues, soient mentionnées et qu'on rappelle leur existence. Et voilà qui est mon père, même après 11 ans de prison, alors qu'il souffre en prison de problèmes d'accès au traitement médicamenteux, aux soins, et malgré ses difficultés physiques, eh bien, il va continuer de penser aux autres et continuer à mettre la lumière sur le travail des autres. Donc, je prends ce moment pour mentionner les centaines de milliers de prisonniers de conscience, non seulement en Bahreïn et dans la région, mais dans le monde entier. Des personnes comme Al-Waled Fathullah Hijja, qui donc fait la grève de la faim pour défendre les droits humains, les prisonniers de conscience en Palestine, et puis les personnes qui ont disparu ou qui sont emprisonnées depuis des années parce qu'ils luttent contre des régimes, dans des régimes dominants. Et donc, mon père veut que nous ne les oublions pas. Est-ce que vous souhaitez également mettre la lumière ou pointer du doigt pour parler des citoyens de Suisse et de la responsabilité que nous avons? Tout le monde sait, tout le monde qui me connaît sait pourquoi vous dites ça. Alors oui, bien sûr, lorsqu'on parle des droits humains, que ce soit régional ou dans le monde entier, la plupart du temps, nous parlons de ceci en pointant du doigt les autres régions, les autres pays, en disant qu'ils n'arrivent pas à développer des démocraties, à protéger leurs citoyens. Mais la vérité est que, même en tant que citoyenne européenne et du Danemark, j'ai vu que le plaidoyer, je fais du plaidoyer depuis 11 ou 12 ans, et bien je vois et je constate que les gouvernements européens, le gouvernement des États-Unis ont renié notre demande d'appuyer les défenses des droits humains au Bahreïn. Lorsqu'il s'agit du Bahreïn, eh bien, ils préfèrent ne rien voir, se voiler la face et faire des accords avec le pays et faire des affaires et évite de confronter la problématique de violation des droits humains. Et autre chose que je souhaite dire, c'est que si vous souhaitez vraiment savoir si un pays respecte la démocratie et les droits humains, ne demandez pas à leurs ennemis ce qu'il faut, mais demandez plutôt à leurs amis, parce que lorsqu'il s'agit de l'Europe et de l'Occident en général, et les États-Unis, eh bien, le résultat est misérable et vraiment, ils ne respectent pas les droits humains puisqu'ils ne respectent pas les pays et ils font des affaires avec eux. Je vais vous poser une dernière question puisque vous faites maintenant la prison à une condamnation à perpétuité. Monsieur Abdul Hadi, Madame Abdul Hadi, comment est-ce que vous poursuivez votre vie? Comment est-ce que vous continuez? La dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai répondu stored so many beautiful, lovely times with Hadi that tellement de difficultés jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai expérimenté tellement de belles choses avec Hadi que je n'ai jamais eu l'impression qu'il était emprisonné. Il est avec moi tous les jours, nous sommes tout le temps ensemble, malgré son absence physique. Bien que nous savons tous exactement où il est, je le sens tout proche de moi et il ne me manque pas parce que en fait il est là. Et vous ne permettez les gens me demandent quand est-ce que Abdel Hadi va sortir de prison, quand est-ce qu'il va être libéré. Et bien je dis bon, on est arrivé à 11 ans, on a encore 14 ans, et bien voilà, je ne perds pas espoir. Et lorsque vous êtes ici avec des personnes qui partagent vos valeurs, qu'est-ce que cela vous apporte? Pour moi, lorsque je vois cette femme, eh bien, ma vie n'est rien. Mon cas n'en ressemble aucunement parce que je suis une maman. Zaina a été emprisonnée 7 fois et chaque fois qu'elle est emprisonnée, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. En tant qu'épouse, je le supporte beaucoup mieux qu'en tant que mère.
Being a mother is difficult when je your sais kid is qu'être in une jail. mère That's est very extrêmement difficile lorsque son But enfant being a est wife, it emprisonné. makes you strong. En tant que femme, cela et Thank you qu'épouse, very cela much vous for your renforce. lesson of wisdom. Merci, merci pour votre sagesse. And thank you all for sharing merci beaucoup some of your life d'avoir and some of your partagé wisdom and lesson of vos life. Thank you histoires, so vos much. récits de vie et votre sagesse. Merci. Pardon, excusez-moi, moi aussi j'ai un peu d'émotion. J'appelle maintenant la directrice de la Fondation Martin Ennals, qui est aussi l'âme de toute cette organisation ce soir, à nous rejoindre, Isabelle de Sola. I have the privilege of announcing C'est un the honneur High pour Commissioner for moi Human Rights, d'annoncer Michelle la Bachelet, who commissaire couldn't be with us aux unfortunately droits de this l'homme, evening, Michelle but Bachelet, she's qui ne pouvait pas transmitted être a parmi video nous ce soir, message mais qui to a all of you préparé here today. un Thank you. message par vidéo pour vous tous ce soir. Chers lauréats, Excellences, chers amis, chers collègues, c'est un honneur d'être parmi vous ce soir. Le prix Martin Ennals a, pendant de nombreuses années, mis la lumière sur le travail de tant de personnes qui défendent, promeuvent et protègent les droits humains. J'aimerais remercier les organisateurs pour tous les efforts déployés. Ce prix soutient les rudes batailles menées par les défenseurs et défenseuses des droits de l'homme à travers le monde. Les 3 lauréats aujourd'hui ont montré avec courage leur lutte. Ils ont nagé à contre-courant avec simplement la vérité à cœur et dénoncé la discrimination, l'oppression, la justice et la violence. Ils ont donné à la défense des droits humains un véritable sens. Et, Madame Tran est une fervente défenseuse des droits environnementaux et de transparence, Docteur Diallo, et elles en ont payé un lourd tribut. Abdul Hadi également une figure très importante au Bahreïn qui a lutté sans relâche pour la lutte contre l'oppression des minorités, entre autres. Ils ont été aussi victimes d'intimidations persistantes. Les 3 lauréats sont logés à la même enseigne. Ils ont été séparés de leurs proches pour un changement positif dans le pays. Trop souvent, les défenseurs des droits humains sont victimes d'une revanche brutale et inacceptable. Les représailles sont à l'œuvre contre eux. Dans le monde entier, ils vivent dans des conditions très périlleuses. Ils sont souvent calomniés comme terroristes, notamment en 2021. On en recense 320 attaques mortelles contre des défenseurs des droits humains, des journalistes et des syndicats dans 35 pays. Plus de la moitié des défenseurs sont tués ou disparus dans le monde, étaient des leaders dans leur communauté et défenseurs de l'environnement. Ils sont souvent arrêtés, intimidés, détenus arbitrairement, emprisonnés, attaqués physiquement et humiliés. Ils sont souvent confrontés à la discrimination, la violence et l'injustice. Ils sont notamment dénoncés comme des terroristes et des menaces. Mon bureau est impliqué pour donner un espace sécurisé pour toutes ces personnes qui défendent les droits humains et qui utilisent ces outils en avant pour lutter pour la défense des droits qui sont marginalisés, la population LGBTI, et toutes les populations, les autochtones et les femmes également en minorité. Nous devons nous assurer que nous répondions ensemble, fermement, contre la détention de ces défenseurs des droits humains et dire non à l'impunité, alors qu'un nombre plus important d'initiatives efficaces existent pour défendre et protéger ces défenseurs. Nous devons faire en sorte que tous les gouvernements reconnaissent la valeur de ces activistes et militants et que l'on respecte et protège leurs droits.
En tant que communauté de défense des droits humains, nous devons donner plus de voix pour que nous puissions donner un espace de participation à la population. Ils nous défendent notre cause, nous devons les défendre. Ils ont tant sacrifié pour défendre les droits humains. Nous continuons à trouver une source d'inspiration dans leur exceptionnelle lutte et nous devons trouver le courage de protéger cet espace de parole. Merci. Merci, Madame la Haute Commissaire. Mesdames, Messieurs, il y a encore une histoire d'activisme que nous souhaitons partager avec vous ce soir. Chaque année, le jury du prix Martin Ennals reçoit de nombreuses nominations des défenseurs et défenseuses qui luttent par tout le monde. Mais seules 3 personnes peuvent être nommées lauréates. Cela signifie que parfois le prix n'atteint pas des activistes très méritantes ou que le prix n'arrive pas à temps pour les protéger. Cette année, le jury a reçu une nomination pour un homme appelé Stan Swamy, un prêtre jésuite basé en Inde. Mais avant de pouvoir recevoir le prix, le père Stan est décédé. Ce soir, je voudrais appeler sur scène un ami à Stan, le père Xavier Soreng, pour un hommage à un géant des droits humains. Merci Isabelle. Merci à vous, jury du prix Martin Ennals, membres du conseil et toute la fraternité du prix Martin Ennals. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour partager ce moment ensemble en honneur au père Stan Swamy. Je me souviens de tous ses amis en Asie du Sud-Est et surtout Tarkan et Raji. J'aimerais dire Brenda Grover qui est ici parmi nous. Je suis ravie qu'elle a pu nous rejoindre. Il est né en 1937 dans le Tamil Nadu. Le père Stan Swamy était élève de l'école Saint-Joseph et sous la houlette des prêtres jésuites. Il a étudié la théologie et la sociologie, 2 sujets qui n'ont cessé de sous-tendre ses activités de plaidoyer au nom des communautés marginalisées en Inde tout au long de sa vie. À l'âge de 22 ans, il a été ordonné prêtre jésuite dans le cadre de sa formation. Il a passé 2 ans dans le lycée Saint-Xavier à Chaibasa, interagissant avec les étudiants adivasi. Les communautés adivasi sont les habitants autochtones de l'Inde. En tant qu'agriculteurs et chasseurs-cueilleurs, ils sont considérés comme étant les premiers propriétaires des forêts. Dans l'État de Jharkhand, les tribus adivasi ont une histoire particulière de défrichage et de protection de la forêt. Mais le Jharkhand est aussi le site des principales réserves de charbon de l'Inde. Historiquement, les communautés adivasi ont été déracinées de leurs terres au nom de projets d'exploitation du charbon. Elles n'ont reçu aucun dédommagement pour la destruction de leur habitat. Leurs protestations ont été qualifiées d'anti-étatiques, sont appelées naxalites ou maoïstes, accusées d'inciter au terrorisme et à la violence. C'est dans ce contexte que le père Stan a plaidé pour l'éducation et l'autonomisation des communautés adivasi. Bien qu'il ait eu la possibilité de poursuivre un doctorat, il s'est engagé à travailler pour les peuples marginalisés de l'Inde. Il estimait que l'éducation des opprimés permettrait de créer une culture de la résistance. Il voulait donner plus de légitimité aux connaissances des adivasi en matière de durabilité environnementale. Pour les rapprocher du changement politique, le père Swamy a fondé des centres de défense et des organisations de défense des droits humains d'ampleur. En juin 2001, une partie du campus de centre de formation agricole a été offerte au père Swamy par la province jésuite de Ranchi. Il a inventé le nom Bagaisha en s'inspirant du vocabulaire de la tribu Ro. Bagaisha signifie jardin harmonieux où toutes les espèces peuvent prospérer. Il a conçu ce terme de Bagaisha et on a fait donc ce centre d'action sociale et une plateforme permettant aux organisations de coordonner leurs plans de protection des communautés locales
opprimés. Le père Stan a été arrêté en vertu de la loi sur la prévention des activités illégales, ou UAPA, le 8 octobre 2020, pour ses liens présumés avec les violences de Bhima Koregaon. Il était déjà âgé de 83 ans et souffrait de la maladie de Parkinson. Les mauvaises conditions de détention et l'absence de soins médicaux ont aggravé la détérioration rapide de son état de santé. La Haute Cour de Mumbai lui a refusé à plusieurs reprises la liberté sous caution. Il a passé 9 mois en prison jusqu'au 29 mai 2021, date à laquelle son état est devenu critique et il a finalement été transféré dans un hôpital. Le père Swami est décédé le 5 juillet à l'âge de 84 ans. Le père Stan nous a laissé un formidable héritage. Il a ouvert la voie pour que le développement durable soit une réalité pour toutes les ethnies de l'Inde. Le déplacement forcé des communautés Adivasi poursuit dans le cadre de projets de développement économique. Mais l'esprit, le courage, la bonté du père Stan continuent d'inspirer les communautés à se battre pour faire valoir leurs droits. Nous ne vous oublierons pas, père Stan Swami. Tu restes vivant en nos cœurs et tu continues à nous inspirer. Merci à vous tous et à la Fondation. Merci d'être parmi nous. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette soirée. J'aimerais vous remercier, vous ici dans la salle, vous derrière vos écrans, vos téléphones. Vous dire que des moments comme ceux qu'on vit ce soir sont importants, il faut spread the word, il faut en parler autour de vous, vous dire que c'est vraiment un prix qui permet de mettre la lumière sur des gens qui donnent tellement pour finalement les droits humains dans le monde entier et qu'on a tous la possibilité de participer à leur combat en étant là ce soir. Merci. Et vous avez encore une petite mission à faire. Hein. Je vous laisse... Isabelle pour l'expliquer. Alors, il y a juste encore quelques minutes entre maintenant et le cocktail qui est offert par la ville de Genève. Donc, si vous pouvez être juste un peu patient, j'ai quelques mots à dire. Au nom de la Fondation du comité du jury et de la ville, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué et bien sûr les donateurs qui permettent cette soirée de se dérouler. Nous remercions Catherine Sommer, notre modératrice, qui a présidé la session de ce soir. We'd also like to thank many diplomats who may be in the room or who may be watching us, who quietly and persistently made it possible for our special guests to travel here with visas, with security arrangements, toutes les personnes qui sont ici présentes de venir en personne grâce à des visas et de la sécurité. Et bien sûr, nous remercions toutes les équipes de logistique, les sièges, les techniciens et toutes les personnes qui sont venues à l'installation et bien sûr toutes les personnes qui travaille pour la Fondation. Je ne nommerai pas tout le monde, mais je remercie chacun d'entre vous personnellement. Donc, une dernière chose. Perhaps I can ask the board and the jury to join me on stage, and Mr. Gomez, please, while I say this one last thing. And actually, may I ask all of you to stand? You must be wishing to stand for the after being seated for a long time. So one more thing, the ceremony tonight was about finding inspiration. Ce soir, il s'agissait de puiser et de trouver une source d'inspiration. Et on a entendu parler de Bagaisha en Inde, un jardin où toutes les espèces peuvent prospérer. Vous allez trouver dispersées dans la salle des feuilles sur vos chaises qui ont été découpées par des bénévoles. Et on aimerait que vous puissiez décorer une Bagaisha genevoise. Et vous trouverez l'arbre derrière vous. Prenez une feuille et inscrivez quelque chose qui vous a inspiré. Quelque chose que vous aimeriez communiquer au Père Stan ou à l'équipe. Et ce que l'on aimerait, c'est vous
vous inciter à vous dire, à penser à ce que vous avez apprécié. Tout tant d'inspiration et tellement de récits ont été partagés, que les prisons ne sont pas un lieu de silence. Une crise peut être aussi une occasion de consolidation de la paix. Et ce que l'on entend du Père Stan, c'est que la mort ne signifie pas l'oubli, ni la fin de l'amour. En fait, l'amour ne cesse jamais. Et voilà, nous pourrions peut-être donner une salle d'applaudissements pour Père Stan. Et maintenant, on fait des photos. Ici. Un mot à rajouter? Non? Je crois que maintenant, vous avez le droit de vous diriger vers le merveilleux buffet, à moins que vous vouliez prendre une photo de la scène. Merci encore.